Bonsoir. Voici le deuxième volet que le dessous des cartes consacre aux constantes de la politique étrangère américaine. Je vous ai d'abord raconté comment avait été formé le territoire américain. Aujourd'hui, je vais partir à la recherche des logiques d'intervention extérieure américaine. Suprématie stratégique, défense des valeurs démocratiques, du moins dans le discours, intérêts commerciaux. Eh bien, allons voir les cartes. L'une des premières interventions américaines loin du territoire est de type commercial. Elle consiste à envoyer en 1853 un navire de guerre le long des côtes japonaises pour contraindre Tokyo à ouvrir ses ports au commerce international. Alors voilà qui exprime une volonté américaine de commercer librement avec le Japon et la Chine, mais aussi celle d'un pays qui passe d'une vision continentale à une vision maritime. Les interventions qui vont suivre aux îles Johnston en 1858, au Midway en 1867, aux Samoa en 1878, à Hawaï en 1898, ne sont pas nécessairement de type militaire. Elles peuvent consister à s'assurer par des influences politiques ou simplement des traités bilatéraux l'accès à des escales qui fournissent du charbon aux navires américains. Alors cette date de 1898 est une date charnière. C'est celle de la dernière guerre des Américains contre une puissance européenne. Et l'Espagne, vaincue, cède aux États-Unis la souveraineté qu'elle détenait sur les Philippines et l'île de Guam, dans le Pacifique, sur Porto Rico et Cuba, dans les Caraïbes. Alors il y a, après cette victoire sur l'Espagne, une réflexion au Congrès américain sur le sens et le statut à donner à ces territoires conquis. Chaque individu, dès qu'il vit sous le drapeau américain, doit avoir les droits garantis par la Constitution. Sauf qu'à Cuba et à Porto Rico, les populations sont alors perçues comme non assimilables. Donc, les États-Unis deviennent, eux aussi, une puissance coloniale. Cela dit, les interventions peuvent avoir d'autres logiques. Par exemple, lorsque les États-Unis aident en 1903 la création d'un État panaméen indépendant de la Grande Colombie, le mobile est autre. Dès l'indépendance acquise, Washington obtient la cession à perpétuité d'une zone de 16 km de large autour de ce qui deviendra le canal de Panama. L'isthme inauguré en 1914 ouvre une voie commerciale majeure pour le commerce entre les deux côtes américaines. Alors avec le changement de siècle vient sans doute un changement problématique. La première dimension vraiment internationale qu'acquièrent les États-Unis est liée à la Première Guerre mondiale. Malgré les promesses de neutralité du président Wilson, deux facteurs entraînent le Congrès américain dans le conflit en Europe. Soutenir le Royaume-Uni, les intérêts commerciaux et financiers américains sont très importants dans ce pays, et puis la décision allemande de couler tout navire allié croisant au large des côtes anglaises, une menace qui est prise très au sérieux avec le torpillage du paquebot Lusitania, à bord duquel se trouvaient des centaines d'Américains. Alors le Congrès déclare la guerre à l'Allemagne le 6 avril 1917. Les États-Unis mobilisent 4 millions d'hommes, en envoient la moitié en Europe sous les ordres du général Pershing et en perdent quelques 100 000. Cette intervention implique définitivement les États-Unis dans les affaires internationales. Ils se veulent les défenseurs des idées démocratiques, l'industrie américaine sort renforcée par l'effort de guerre, et les États-Unis deviennent, après 1919, les premiers créanciers au monde. Sauf qu'aux élections de 1920, les électeurs américains expriment des choix nettement isolationnistes, d'où l'absence américaine de la Société des Nations. Tout cela, évidemment, est paradoxal. Maintenant, la Deuxième Guerre mondiale. C'est la deuxième grande intervention des États-Unis sur la scène internationale. C'est vers 1937 que le Congrès américain perçoit la montée des périls, notamment avec Hitler à la chancellerie et la montée de l'antisémitisme, mais aussi avec les invasions de la Corée et de la Chine du Nord par le Japon impérial et cette volonté de fonder une zone de coprospérité dans la région Asie-Pacifique. Rappelons que Washington avait imposé au Japon un embargo sur l'acier et le pétrole, auquel Tokyo répond par l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, cette attaque faisant elle-même entrer les États-Unis dans la guerre.
Le Japon, l'Allemagne, dans les buts de guerre définis en 1941 entre Churchill et Roosevelt, sont désignés comme les pays de l'Axe qu'il faut absolument vaincre. Aux États-Unis, la mobilisation est générale. 12 millions de mobilisés, les 2 tiers formant l'arrière, l'autre tiers au combat, dans le Pacifique et sur le front européen, avec des débarquements en Sicile, en Provence, en Algérie, en Normandie. Le calcul américain était d'empêcher l'avènement d'une grande puissance maritime en Asie, c'est-à-dire le Japon, et en Europe d'une grande puissance non démocratique, c'est-à-dire l'Allemagne nazie. 300 000 Américains y laissent la vie pour notamment la démocratie en Europe, rappelons-le tout de même. Or, à la victoire de 1945, les États-Unis se retrouvent face à ce qu'ils avaient combattu, une puissance continentale non démocratique, c'est-à-dire l'Union soviétique. La guerre froide entre Washington et Moscou est longue, 1947-1991. Le monde est alors divisé en 2 blocs, stratégiques, idéologiques et économiques. Les interventions américaines sont indirectes, car si l'on se fait la guerre, ce n'est pas frontalement, mais par alliés interposés. À Berlin, lors du blocus de 1948, en Corée, entre 1950 et 1953, à Cuba, lors de la crise des missiles de 1962, au Vietnam, entre 1961 et 1973, en Amérique latine, pour empêcher toute implantation ou survie de tout régime socialiste, au Chili, le soutien au coup d'État du général Pinochet contre Allende en septembre 1973, au Nicaragua, soutien aux Contras, qui menait une guérilla contre le gouvernement sandiniste dans les années 80, en Afrique, Somalie, Éthiopie, soutien à Savimbi en Angola, au régime d'apartheid de Pretoria en Afrique du Sud, et enfin soutien à la résistance afghane pour contrer l'invasion soviétique de 1979 en Afghanistan. Bien, alors de cette longue période, retenons peut-être 3 données. Tout est lu en fonction de l'anticommunisme, ce qui conduit à de profondes erreurs d'analyse et de perspective. D'ailleurs, on est bien placé aujourd'hui pour le savoir. Les stratégies furent certes indirectes, mais les interventions en Corée et au Vietnam coûtent respectivement la vie à près de 30 000 et 60 000 Américains. Troisièmement, le régime économique de la libre entreprise l'emporte largement sur l'économie planifiée. Et puis les États-Unis se lancent en même temps dans la conquête spatiale, ce qui leur donne non seulement la possibilité d'intervenir sur la Lune, mais de prendre beaucoup d'avance dans le domaine des lanceurs, des satellites et de la militarisation de l'espace par la guerre des étoiles, ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs le bouclier antimissile. Alors la fin de l'Union soviétique indique la fin d'une certaine menace, donc la fin de certains types d'interventions. La guerre du Golfe de 1990-91, c'est-à-dire l'intervention de la coalition arabo-occidentale contre l'Irak, conduite par Washington, n'est plus liée à la guerre froide, mais au franchissement de frontières d'un pays par un autre et aux 9% de réserve mondiale de pétrole détenues par le Koweït. L'intervention liée à la Somalie en 1992 est incompréhensible. Elle ne rentre dans aucun schéma, aucune des logiques proposées ici. On est en plein dans la confusion militaire-humanitaire et l'intervention ne sert à rien, à personne. Les États-Unis rêvent et parlent du nouvel ordre mondial et échouent en Somalie. La preuve d'ailleurs, au même moment, les États-Unis ne souhaitent pas intervenir ni en Bosnie, ni au Kosovo, et n'enverront que des avions, venant d'ailleurs fort tardivement de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN. Les intérêts, là, n'étaient pas clairement identifiés pendant la présidence démocrate de Clinton. Or, on était là, au cœur même d'enjeux démocratiques. Les États-Unis sont un pays jeune, très jeune, 250 ans. Et ce pays, dont je viens de résumer les mobiles des interventions extérieures, a eu au fond la chance de ne connaître sur son sol que, disons, 4 fois la guerre. La guerre d'indépendance, fin XVIIIe siècle, la destruction de Washington par les Anglais en 1814, la guerre de sécession qui était une guerre civile, et puis ce 11 septembre 2001, lors d'une attaque ressentie par les Américains comme un acte de guerre, car sur leur sol même, à New York. Bien, donc, intérêts commerciaux, suprématie stratégique,
lutte pour les valeurs démocratiques, souvent vue d'ailleurs comme la lutte du bien contre le mal, est-ce que ces grands mobiles d'intervention au XXe siècle trouvent toujours leur cohérence au XXIe siècle? Alors, dans un dernier épisode, je tenterai de cartographier la vision américaine du monde post-11 septembre.